Bonjour Benoît, bonjour Clémentine. Mais moi, je suis là. Tu es là, oui, on t'entend. Ah, bonjour à vous. Bonjour Clémentine. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Clémentine Guillot. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la grande ambassadrice Europe des Roms d'Amoiseau, Clémentine Guillot. Et donc, comme à l'accoutumée, on va demander à notre invité de se présenter, ton parcours, comment tu as fait pour arriver chez les Roms d'Amoiseau. Et puis nous dire, invité de se présenter, ton parcours, comment tu as fait pour un décalage, Benoît. Non, c'est bon, c'est bon. Bon. Ouais, je sens un écho aussi quand tu Oui, parles. je l'ai enlevé, c'est bon, je l'ai enlevé. Voilà, donc voilà, tu te présentes et puis tu nous présentes la maison, la distillerie d'Amoiseau, les Roms d'Amoiseau. Et puis on répondra, on va te répercuter, Benoît et moi, les questions de nos confrères. Pour te poser les questions qu'on en a nous-mêmes d'ailleurs. Tout à fait. D'accord. Donc, je remercie déjà Benoît et Jerry de me consacrer un espace. C'est d'ailleurs eux qui m'ont suggéré cet accessoire, je tiens à le préciser. Oui, alors, aujourd'hui, le plateau est très fleuri, comme vous pouvez le voir, mais on ne parlera pas de fleurs, on parlera de la canne à sucre et du rhum. Oui, voilà, mais c'est bien, ça change des tenues de sport et du pyjama. Alors, oui, donc je suis Clémentine et je m'occupe effectivement des Roms d'Amoiseau à l'export et plus particulièrement en Italie depuis 5 ans. Alors, je suis un bébé, mais je grandis chaque année un peu plus par les rencontres, par les événements et puis par la formation que j'ai eue par Damoiseau, parce que alors moi, ça a été le rhum c'est moi qui ai trouvé l'opportunité du rhum. C'est pas le rhum qui est venu à moi. Je faisais quelque chose de complètement différent avant. Je suis diplômée d'une école de commerce de Montpellier. Et j'avais commencé dans le marketing digital. Ma dernière expérience, d'ailleurs, c'était pour des tapis de voiture, pour vous dire à quel point les secteurs… Oui, c'était pas sexy du tout. Particulier ou général? Non, général, un fournisseur italien. À l'époque, j'étais déjà en Italie. Ça fait 10 ans que j'habite en Italie. Okay. Et puis, il fallait bien commencer par quelque part. Le marché du travail étant que ce qu'il est. Mais avec la volonté de mettre mes compétences, de pouvoir mettre à profit ce que j'avais appris à l'école. Et donc, c'est sûr que les tapis de voiture, ça ne me faisait pas rêver. Mais ils avaient besoin d'une personne pour les faire connaître en France. Et je dois dire que ça m'a plu de comprendre le système. Ensuite, il y a plein de choses à apprendre sur les tapis de voiture. Mais ce n'est pas le sujet du jour. On ne te verra plus jamais de la même manière. C'est pas grave. Sauf si Damoiseau fait les tapis de voiture, mais bon, peut-être qu'on nous donnera des idées. Ah oui, parce que les tapis de voiture sont personnalisables. On peut avoir Rhum d'Amoiseau écrit dessus. Ça, c'est la prochaine étape, un co-branding. Et donc, les Roms d'Amoiseau, pour moi, ça a été la possibilité de sortir de mon bureau de l'époque. J'étais fermée en faisant du digital marketing et ça ne me passionnait pas. Je cherchais autre chose. Et j'ai eu l'annonce de Damoiseau qui m'est apparue. Et je dois dire qu'au départ, quand j'ai lu l'annonce, je me disais, mais réellement, ils cherchent un travail pour faire ce travail, si on peut appeler ça un travail, parce que sortir, aller faire connaître un rhum, ça veut dire se rendre dans les restaurants, dans les cocktail bars, dans les hôtels, beaucoup de voyages. Et bon, il demandait une certaine expérience dans le secteur, ce que je n'avais pas, mais j'avais toute la curiosité et l'envie de connaître plus. Donc, je me suis présentée, comme je dis, ma règle, c'est celle des 3 C. On pourrait rajouter 4 parce que je m'appelle Clémentine, mais voilà, et même 5, parce que quand on veut du changement, on met tous son courage, on met tout son cœur
Et puis, il y a la chance, c'est un peu… Bon, c'est… Un peu Clémentine. Voilà, c'est un peu Clémentine. Donc, c'est grâce à Damoiseau que je suis arrivée dans l'univers des Roms. Et c'est avec eux, tout particulièrement, que je grandis dans cet univers. Ce sont eux qui m'ont formée initialement, donc à Paris, parce que nous avons nos bureaux, surtout logistique, et pour la métropole à Paris. Mais ensuite, j'ai fait plusieurs voyages en Guadeloupe, rencontré la famille Damoiseau, donc toute la famille que je salue. Si d'ailleurs il y a quelques participants de la famille, Hervé, Jean-Luc, Sandrine, Jonathan. Donc voilà comment je suis arrivée dans l'univers du rhum. Et donc, est-ce que par rapport à ça, avant ça, tu n'avais vraiment aucune expérience dans le domaine du rhum ou des alcools? Alors, si, oui. Je buvais comme… Enfin, j'allais boire des apéros avec mes amis. J'avais quand même une fibre que j'ai toujours de bonne vivante, on va dire, parce que je viens d'une famille qui apprécie les bonnes choses. Mes grands-parents sont bourguignons. On a été élevés pendant les grandes vacances. Donc, ils habitent à côté de Sancerre. Mm-hmm. Et puis, à notre 4 heures, on avait ça. Bon, après, moi, je suis une ch'ti, il ne faut pas oublier. Donc, c'est un peu plus la bière quand même. Mais il y a la culture de savoir plus sur ce qu'on boit et sur ce qu'on mange et voilà, de déguster toutes ces bonnes choses. Donc oui, je n'avais pas d'études de sommelier avant de commencer cette aventure avec Damoiseau. Alors après, qu'est-ce qui, selon toi, avant de rentrer dans le sujet vraiment Damoiseau, d'abord pour rester sur le côté commercial de ton poste, en fait, qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence quand tu es censé représenter une marque sur les avantages ou peut-être les inconvénients que ça peut avoir, ce genre de travail, en fait? Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Les gens pensent souvent que voilà, c'est voyager, faire la fête et boire. Mais derrière ça, il y a quand même beaucoup plus. Parle-nous un peu de ça. Oui, alors le métier de brand ambassadeur, le rôle, la mission, elle n'est pas seulement de faire justement, comme tu dis, la fête et de finir à pas d'heure et de dépenser tous les sous de l'entreprise à gogo. Notre mission, elle est pour ce qui est de ma part, parce que moi, j'ai commencé en Italie. Ça fait pas longtemps que, du coup, j'ai d'autres pays. Mais elle est de les promouvoir et de les faire connaître parce que on a deux cultures différentes. Enfin, on n'a pas le même marché en métropole qu'à l'export. Et donc, du coup, il faut accompagner notre distributeur, former les équipes commerciales. Et les journées sont bien pleines, en fait, parce que le matin, on va aller, par exemple, chez les cavistes. Le midi, on va aller chez les restaurateurs. Et puis, l'après-midi, on va faire quelques grossistes, peut-être des cavistes. Et puis, le soir, on va aller dans des bars et puis on va finir, on ne sait pas à quelle heure. Donc, les journées sont bien chargées. Alors, on a une question d'une de tes consoeurs qui est elle-même brand ambassadrice, Mathilde. Je la salue. Je pose la question, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle quand on est brand ambassadeur. C'est vrai que c'est très prenant comme métier. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile, mais c'est très prenant, mais je dois dire que je pense que c'est un sujet général de notre temps, surtout avec les nouvelles technologies. On est sans cesse sollicité. Il faut savoir se mettre des limites. En fait, c'est ça, je pense. Faut savoir aussi s'organiser. C'est une grande question d'organisation. Bon, il y a la théorie, il y a la pratique. Là, on a l'impression que c'est simple, mais c'est vrai que vie privée, vie pro, c'est ça, c'est pas simple, mais tout réside dans l'organisation et dans les limites qu'on se met, quoi. Alors, on a Karima Chenik qui nous demande pourquoi l'Italie.
Alors, l'Italie, j'y suis arrivée par amour. Ah, les Italiens. Tu parles italien d'ailleurs. Oui. Vraiment. Et puis l'amour aussi d'un pays. L'Italie, pour moi, c'est toujours un pays qui m'a attirée. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je suis arrivée en Italie. D'accord. D'accord. Alors, j'enchaîne directement avec la deuxième question qui va nous amener plus vers les rhums damoiseau. Donc, on nous demande ton premier souvenir. Non, quel souvenir de ton premier verre de damoiseau? Si tu t'en souviens. Alors, le verre de damoiseau, je pense que non, c'est assez compliqué, mais me connaissant, étant donné que je n'avais pas forcément d'expérience en la matière, avant mon entretien, j'avais dû m'acheter quelques bouteilles de rhum et genre tout les tester pour pouvoir justement essayer de transmettre ce que j'avais pu moi ressentir. Donc, elle est positive. Hein. Moi, j'ai alors, mon approche au rhum, en fait, théoriquement, elle est depuis que je suis petite parce que j'ai eu l'occasion de voyager dans les Antilles françaises. Et donc, ce sont des souvenirs. Mais gustativement, donc majeur, non, ma première impression, c'est difficile. Très certainement, ça m'a plu parce que je ne serais pas là 5 ans après. Et est-ce que aujourd'hui, tu considères que tu as transformé ton métier en passion? Ah oui. Est-ce que c'est devenu une passion pour toi? Oui, oui, oui. C'est devenu une passion. D'ailleurs, je pense que justement, avec le rythme qu'on a, si nous, brand ambassadeurs, on n'a pas ce feeling avec le produit, on ne pourrait pas durer autant de temps. Parce que ça devient presque une vocation. C'est beaucoup de temps consacré. Oui, ça fait vraiment partie de ta vie à un moment donné en tant qu'ambassadeur pour faire ça. Oui, oui, complètement. Alors, pour rebondir sur les rhums damoiseau, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qu'il en est, justement? Un rhum damoiseau, je n'en ai jamais bu, qu'est-ce que c'est? Voilà, posons la question comme ça. D'accord. Un rhum damoiseau, donc c'est un rhum de la Guadeloupe et tout particulièrement de la famille damoiseau. C'est un rhum agricole en règle générale, parce que nous avons quelques exceptions et innovations, et puis on aura l'occasion d'en discuter ensuite. Ouais. C'est un rhum qui se veut à la portée de tous. Je ne sais pas si c'est l'expression juste, mais en tout cas, avec un profil… Vous m'entendez? Oui. Oui. Avec un profil aromatique en toute simplicité. Voilà. Comme un bon plat de pâtes. Donc, c'est la simplicité dans toute sa splendeur. Parce que pour arriver à quelque chose de simple, il faut beaucoup de travail derrière. Jerry, tu disais quelque chose? C'est un rhum pour les Italiens? Non, mais alors moi, je me suis italianisée, mais sinon, on peut prendre… c'est sûr que chez les ch'tis, je ne veux pas dire le Welsh, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors ça, ce n'est pas léger. Hein. Mais oui, pour moi, non, j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Et donc, du coup, pour moi, c'est ça le rhum damoiseau. Il y a de tout, parce que, bon, la gamme… Elle est segmentée de telle sorte à ce que ça plaise à différents palais. Et donc, on a aussi bien des rhums de base, donc blanc, jusqu'au rhum d'exception. On a de tout. Alors, on a Pietro Caputo qui nous dit que les Italiens aiment le rhum damoiseau. Est-ce que tu peux nous confirmer ça? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport au rhum damoiseau et même au rhum agricole de manière générale, selon toi? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question parce que quand justement j'ai dû commencer ma mission en Italie, je me dis, oh, pour moi, les Italiens, ils sont assez chauvins, non? C'était l'idée que j'avais. Je me disais, je vais arriver, ils dégustent plutôt du limoncello, de la liquirizia, leur produit, la grappa.
Mais moi, avec le rhum, comment ils vont m'accueillir? Alors, je dois dire que le rhum en Italie, il est apprécié de façon générale, sans parler de l'agricole. Alors, on a les mêmes différences qu'on peut retrouver dans l'Hexagone, enfin en métropole. C'est-à-dire que le marché est scindé entre rhum traditionnel et rhum agricole. Hein. Donc, on a une approche qui est plus connue vers ces rhums traditionnels que pour les rhums agricoles. Donc, quand moi j'arrivais avec un rhum blanc, on goûtait et on disait, mais ça, c'est quoi? C'est pas du rhum. Ils étaient surpris. Ils étaient surpris déjà de une qu'on puisse avoir des arômes dans un rhum blanc. Et ça, c'était… plus à une autre vie, finalement. Ouais. Donc, bon, ça, je parle d'il y a 5 ans et je ne parle pas du secteur pro. Parce que les barman, les restaurateurs sont déjà, ont déjà pu goûter le produit en quelque sorte, mais ont déjà une idée. Mais oui, j'ai eu beaucoup de personnes surprises par le rhum agricole. Alors, est-ce que tu estimes que le rhum agricole aujourd'hui a un réel succès en Italie? Je veux dire, bien sûr, il y a Damoiseau, il y a d'autres marques qui s'y sont implantées également, plus ou moins fortement, grâce à certains distributeurs ces dernières années. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer en Italie par rapport à ça et une réelle acceptation, voire même demande du rhum agricole? Oui, alors la catégorie agricole a progressé ces dernières années, non seulement par le travail de Damoiseau, mais aussi de certaines de mes collègues des rhums agricoles. En fait, c'est quand toute une famille va véhiculer les valeurs oula, mais alors je reçois les valeurs d'une catégorie qui va faire que ça va mieux, on va mieux connaître la catégorie et ça va encourager. Alors, Damoiseau, oui, j'ai mon distributeur, Honesti, qui a fait un grand travail de formation parce que ça passe par là, d'événements. Il faut aller au contact des gens. Il n'y a pas qu'expliquer avec des fiches techniques. Il faut goûter le produit. Il faut expérimenter. Donc, oui, il y a eu un bon accueil de Damoiseau parce qu'il y a eu cette approche-là aussi. Alors, on a Guillaume Rouhani qui nous demande… Oui. Mais on a une question d'un auditeur qui nous demande est-ce que Damoiseau est produit à base de mélasse, d'assemblage ou uniquement sont-ils des rhums agricoles? Alors, les rhums Damoiseau sont principalement agricoles. Nous avons des assemblages de rhums agricoles avec des rhums traditionnels de la Guadeloupe. Ça, c'est une spécificité. C'est notre différenciation par rapport à certaines autres îles et certaines autres marques. Donc, ça dépend des produits. Et d'ailleurs, c'est écrit sur les étiquettes. On le spécifie sur les produits, quand c'est le cas. Donc, c'est en toute transparence parce que par ces assemblages, on met en avant toute une filière. Donc, sucre, canne et rhum, qui est importante en Guadeloupe, de par l'histoire traditionnelle de la Guadeloupe, des sucreries. Et du coup, on renoue avec l'histoire et on met en avant en même temps le terroir. Donc, on unit ces deux savoir-faire dans certains de nos produits. Mais je dis bien, en grande partie, les rhums Damoiseau sont des rhums agricoles. Alors, on est d'accord que pour le coup, c'est une réelle exception, ça, quand même. Oui, ça reste une exception, mais ça pourrait être des pistes de développement parce que pour le moment, on est les seuls à aller dans cette direction qui nous tient à cœur.
Alors, on a d'autres questions qui viennent. On va essayer de te les donner au fur et à mesure. On a quelqu'un qui pose une question. Alors, je voudrais spécifier une chose. Attention, hein. Nous, Damoiseau, à la distillerie, il n'est produit que du rhum agricole. Le rhum traditionnel, on se fournit chez d'autres personnes. Donc, les assemblages sont faits à la distillerie malgré tout. Oui, voilà. Donc, les assemblages et le vieillissement est fait à la distillerie. Oui, ce que tu veux dire, c'est que vous ne distillez pas de mélasse, vous distillez que du pur jus de canne. Exactement. La part de rhum de mélasse vient d'ailleurs. Oui, elle vient de Gardel, qui est la sucrerie de la Grande Terre. Et donc, nous ne nous en occupons pas. C'est dans l'assemblage et le vieillissement ensuite. Alors, dans la question, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. Oui, on parle en même temps, Jerry, ça ne va pas aller comme ça. Oui. On fait signe quand tu veux prendre la parole, comme ça, il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de problème, vas-y. Oui, j'ai une question. Tout à l'heure, donc Pietro Caputo nous a dit que le Damoiseau était très apprécié en Italie. Damoiseau, c'est le numéro 1 en Guadeloupe. Il est présent dans beaucoup de pays. Et malgré ça, en France, on a l'impression que vous ne bénéficiez pas d'une image à la hauteur de votre place dans le marché du rhum. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas assez de single cask ou assez de produits un peu de niche? Alors, c'est sûrement pour ce que tu viens d'énoncer. Il est bien accueilli à l'étranger parce que on propose un produit qui est différent de ce qu'il y a comme à proposer. Enfin, on représente les rhums de la Guadeloupe, par exemple, en Italie. Il n'y a pas cette concurrence qu'il y aurait en France. Alors, en termes d'innovation, c'est vrai que nous, ce qu'on préfère, c'est consolider nos classiques, avoir vraiment ces produits classiques, donc des blancs, et même les rhums vieux, jusqu'au rhum vieux, VO, qui nous représentent, parce que ce sont les produits phares de la distillerie qui nous représentent et qui sont vraiment des rhums accessibles. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette image que vous dites, parce qu'on ne va pas faire de finish, mais ou parce qu'on ne va pas se développer sur d'autres axes comme la monoculture ou le parcellaire ou d'autres pistes. Alors, oui, ou le bio. Mais ça, c'est des sujets en cours. Je pense que la distillerie est sensible à ces thèmes qu'elle y travaille. D'ailleurs, il y a cette volonté, toujours, de consolider nos classiques pour pouvoir revenir force de proposition à moyen long terme avec des innovations. Donc, mais voilà, il faut laisser le temps au temps parce que trop souvent, voilà, il y a un effet de mode et il faut sortir toujours avec un nouveau produit. Et nous, on préfère faire ce qu'on sait bien faire et puis réfléchir à ce qui pourrait nous différencier demain. Donc, le fait de développer aussi ces assemblages rhum traditionnel et rhum agricole est une autre piste. Alors, pour continuer, est-ce que tu peux on a la question qui arrive par exemple, est-ce que tu peux nous dire quel type de canne utilise Damoiseau pour ses rhums? Oui, alors ce sont des cannes majoritairement bleues et rouges. Donc, ce sont des cannes qui proviennent de la Guadeloupe. Des cannes du domaine, mais aussi surtout de cultivateurs indépendants, parce que Damoiseau fait appel à 2000 cultivateurs indépendants. Et donc, c'est vrai qu'il y a surtout ce type de canne, mais il y a un mélange, en fait.
Il n'y a pas que ce type de canne. Il y a des cannes hybrides aussi. Ouais. Alors, on a un de tes collègues, Danilo, qui demande combien de petits punch tu peux boire en une soirée. Ah, la bonne question. Tu lui Non, répondras en privé. mais il arrive un moment, on ne les compte plus, hein, on n'est plus capable. Voilà. C'est là toute la difficulté, justement. C'est qu'à un moment, on arrive à un instant où on ne les compte Ça plus. dépend si c'est avec Danilo ou pas aussi. Oui, ouais. Oui, parce que Danilo, oui. Hein, j'aimerais bien lui poser la question aussi. Hein. Alors, on parlait de l'Italie tout à l'heure. Tu nous as également dit que tu avais d'autres marchés sur lesquels tu travaillais. On a la question qui arrive. On nous demande quels sont, à ton avis, les marchés les plus porteurs du rhum et les marchés où le rhum est boudé, entre guillemets. Oui. Alors, d'un point de vue qualitatif, c'est l'Italie. Parce que On ne parle pas de la France. Non. Comment? On ne doit pas parler d'Italie? Non, on exclut la France dans ce qu'on dit. D'accord, ok. Oui. Alors, l'Italie, les statistiques sont qu'ils boivent moins, mais mieux, en quelque sorte. Ils vont plus dépenser. Bon, mais ce n'est pas un argument, forcément. Ce n'est pas parce que je vais plus dépenser. Ils ont un regard sur les produits qui est plus qualitatif. Donc, c'est un marché qualitatif. Ils vont avoir une sensibilité sur la partie premium, si on peut appeler ça comme ça, de la gamme. Même si un premium, ça commence par le blanc, hein, pour moi aussi. Donc, non, ils ont une attention particulière à la qualité du produit. Après, en volume, on a l'Espagne. Ok. Mais principalement pour des questions frontalières, hein, parce qu'il y a un marché à développer. C'est assez compliqué parce qu'ils ont une culture rhum et donc de s'insérer. Et puis des goûts aussi bien particuliers. Enfin, bien particuliers, qui sont peut-être pas ceux qu'on peut avoir, nous, pour le rhum agricole. Il y a d'ailleurs une anecdote, mais notre distributeur espagnol, alors l'accueil, on se présente avec le rhum, et c'est notre distributeur. Hein. Il prend le rhum et il le crache comme ça. Nous, on le regarde. Il fait, bon, ben voilà, ça, ce sera la réaction des Espagnols face à votre rhum. C'était violent. Okay. C'était violent. Mais ce qu'il voulait dire, c'était que, le rhum agricole, c'est difficile. En tout cas, le marché espagnol, c'est difficile à faire connaître ce produit en Espagne. On peut le confirmer, effectivement, puisque Benoît et moi, on a fait pas mal de salons à Madrid et à Barcelone. Et c'est vrai que c'est un marché très difficile pour l'agricole. Ouais. Bah oui, il y a comme salon, oui, alors il y a celui de Madrid. C'est vrai, il y avait, j'ai jamais participé. Ouais. Il y avait, ouais. Et sinon, ouais, c'est assez délicat. Après, j'ai l'Angleterre depuis 1 an. Alors, c'est tout nouveau pour Damoiseau, ça fait que 1 an. Ouais. On est distribué par nos amis Skylarks, que je salue si jamais ils passeront. Et ils sont top. Donc, c'est une petite équipe, mais ils ont un bon réseau. Donc, petit à petit, la marque se développe. Voilà, on est confiant. Et puis, eux-mêmes aiment l'agricole, donc c'est important. Donc, oui, voilà, ça aide. Oui, ce sont de grands passionnés et ils prennent à cœur de faire connaître la marque. Donc, ça nous aide. Alors, l'Allemagne, c'était pas mon marché jusqu'à présent. C'est celui de ma collègue Milena. Je n'ai pas franchement d'éléments. Je sais qu'elle rencontrait quelques difficultés. Alors, je ne sais pas, Benoît, toi, tu es en Allemagne. Oui. Comment… Enfin, c'est moi qui pose les questions, en fait. Vas-y, il n'y a pas de problème. Bon, alors, l'Allemagne, c'est un peu compliqué, mais l'agricole commence à avoir un certain succès depuis quelques années maintenant, mais pas forcément auprès des consommateurs auprès desquels on s'attend. C'est-à-dire que ça va plus être les consommateurs de whisky qui vont boire du rhum agricole. Je parle bien du rhum agricole. Alors que les consommateurs de rhum, eux, ne vont pas forcément aller dans cette direction-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, viser complètement différemment.
et juste changer de cible. La cible n'est pas forcément celle qu'elle croit. C'est une expérience que j'ai menée en Angleterre également. On a mené en Angleterre, où on s'est rendu compte de la même chose, en fait, c'est que ce n'est pas forcément les amateurs de rhum qui vont vouloir boire de l'agricole, mais que ça sera peut-être et probablement plus les buveurs de whisky, parce qu'ils connaissent la notion de terroir, ils connaissent la notion de produits non édulcorés, etc. Enfin voilà, ils savent beaucoup plus. Ils sont plus dans la qualité et moins dans la quantité. D'accord. Oui, comme les Italiens. Respecter un certain processus de fabrication, etc. Enfin voilà, c'est. D'accord. Non, c'est intéressant. C'est très juste ce que tu as dit. Je le remarque sur certains autres marchés. Bon, la Belgique, moi j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, avec la Maison du Rhum sur les salons à Spa. Et c'est vrai qu'il y a un bon accueil du rhum en Belgique. Bon, ça reste un petit pays, hein, mais je pense qu'ils consomment. De par la culture francophone, je pense que ça se tient. Ouais. Petit pays, mais beaucoup de buveurs. Ouais. Pas que de rhum, pas que de rhum. Dis-nous, change un petit peu de sujet. Est-ce que tu peux nous dire combien de fûts vous avez dans vos chais Oui. On a environ 3000 fûts dans le chai, à la distillerie. Des fûts qui sont principalement ex-Bourbon et qui proviennent, donc américains, et qui proviennent de Buffalo Trace. D'accord. Ok. Donc, vous n'utilisez vraiment que des fûts Bourbon, en fait. Alors, pour être encore plus précise, on est à 85% de fûts américains de Bourbon et 15% de fûts de chêne neuf. Ok. Mais toujours chêne américain. Oui. D'accord. Oui. Ouais. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent là au fur et à mesure. On a même Hervé qui essaye de répondre aux questions des gens en même temps. Donc, c'est plutôt. Ah, c'est top. C'est plutôt bien. Merci Hervé de ton coup de main pour tout ça, parce qu'on parle, mais on ne voit pas forcément ce qui se passe. Ouais. Alors, on nous demande notamment, je ne sais pas si tu as répondu à cette question. Coucou Hervé. Par rapport au fameux Damoiseau 1980, qui est en partie constitué de mélasse également, si cette mélasse-là venait déjà de chez Gardel ou pas? Bon, alors ça, ce serait plus Hervé à même de répondre à cette question. Ouais. Parce que moi, déjà, quand je suis arrivée, il n'y en avait déjà plus. D'accord, ok. Le 80 ou le 53. Hein. Bon, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie, oui, de rhum traditionnel. Enfin, parce qu'il n'est pas écrit agricole, si on regarde bien sur l'étiquette. Ouais. Mais oui, c'est une bonne question. Donc, Hervé, si tu peux nous y répondre, on te lit. Je pense que oui, par simplicité aussi, parce que Gardel est aussi proche de la distillerie. Elle est en grande terre. C'est ça. Donc, pourquoi aller se fournir avec des mélasses d'autres origines? Non, c'est toujours valoriser la provenance, enfin le territoire. Ouais. Sinon, une question qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des nouveautés de prévues du côté de Damoiseau là, pour l'année qui vient, enfin l'année en cours? Oui, l'année en cours, on a 2 millésimes qui arriveront. Alors, le 10 ans et le 12 ans. Ce sont ces 2 millésimes aussi des assemblages. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a profité de ce temps de confinement pour lancer notre site internet. On s'est modernisé et il était temps, vous allez dire. Mais et voilà, on a un beau site internet que je vous invite à visiter parce qu'il est très complet. Vous avez de nombreuses informations, aussi bien sur la distillerie, sur les aspects techniques, que sur les produits. Il y a les fiches produits. Donc, je vous invite à y aller. Alors, l'adresse… Ah oui, je vous l'ai écrit dans les commentaires. Tu sais quoi, on va même pouvoir faire mieux. Voilà. Super.
Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse. C'est l'adresse. Ah non, mais je vois rien. Ah oui, qui passe en dessous, ok. Ça passe en dessous. Voilà. Oui, donc, alors, on a ces deux nouveautés. Alors que moi, je n'ai pas pu goûter. Hein. C'est l'équipe Métropole qui a eu cette chance, et puis locale, forcément. Donc, d'un point de vue organoleptique, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sincèrement que ce qui est écrit sur les fiches. Bon, alors, j'en ai entendu que du bien. D'accord. Qui sont fantastiques, mais j'ai hâte de les goûter. Alors, on a Hervé qui nous a répondu par rapport à cette histoire de 1980. Sa réponse est donc, on ne va pas vous donner tous nos petits secrets, mais oui. en 1980 était autorisé pour les distilleries agricoles de produire aussi du rhum de mélasse. Ce n'est qu'en 1995 que c'est devenu interdit. On ne peut produire que de l'agricole, sauf Saint-James en Martinique qui dispose d'une dérogation. Voilà. Merci Hervé. Mais donc, on peut en tirer certaines déductions, en fait, avec cette réponse. Oui. Donc, par rapport aux nouveautés, est-ce qu'il y a d'autres questions, éventuellement, par les gens? N'hésitez pas à les poser en commentaire. On va essayer de tous les passer en revue avec Clémentine, qui est donc avec nous. On nous demande si un nouveau brut de fût est prévu pour bientôt. C'est vrai que les derniers bruts de fût ont eu pas mal de succès. Alors, oui, ils ont eu pas mal de succès. Il nous reste le 95 encore. Ouais. Du coup, voyons l'existant déjà, un excellent 95 à 66,9 degrés. Pour le moment, on a d'autres pistes, mais c'est pas à négliger. Le 95, est-ce que le 95... On a plus. Alors, je dirais qu'on aurait plus comme projet. Alors, parce qu'il faut laisser le temps pour vieillir. Bien sûr. Mais par contre, un brut de colonne, ce serait plus possible. Ok. Donc, pour aller dans la lignée avec vos concurrents guadeloupéens, vos frères guadeloupéens, voilà, un brut de colonne damoiseau donc serait dans les tuyaux. Envisageable, oui. Ok. Alors, on a une question qui nous revient par rapport à la proportion de chêne neuf dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que tu sais pour quelle référence le chêne neuf est utilisé? Non, je ne sais pas. Donc ça, c'est Hervé Damoiseux qui est le maître de chai, oui. et qui va s'occuper du coup des fûts et puis de choisir les fûts pour tel rhum. Donc je ne sais pas. Je peux pas vous indiquer à quel produit, comment ça a été utilisé, non. Également, par rapport au 95, est-ce que tu sais si le 95 est un assemblage de Vesoux et de mélasse, justement? Oui, il l'est. Pareil, on n'a pas la mention agricole. Bon, et puis sur ces rhums qui sont très vieux, cet apport de rhum traditionnel va donner de l'équilibre au rhum va unir le tout, quoi. Donc, c'est intéressant. Alors, dans toute la gamme, toi, ton favori, ton chouchou de la gamme, c'est quoi? Ton ou tes chouchous, hein, si tu en as plusieurs. Mais oui, c'est compliqué. Vous savez, pour les filles, choisir, c'est jamais simple. On prend tout. Non, alors, moi, mon chouchou, depuis le départ, ça a été le blanc. Justement parce qu'on l'écartait du groupe trop facilement, en tout cas en Italie. On me disait, ça, c'est pas du rhum ou c'est du rhum de discothèque. Et donc, ma mission, ça a été de dire, non, ne le voyez pas comme ça, parce qu'il est la base du reste. Et donc, c'est important de connaître l'âme de notre rhum. Et c'est pour ça que j'ai une préférence pour nos blancs. Bon, alors le 50... parce que voilà, il est très équilibré, il a du punch, il est très aromatique au nez, en bouche. Dans les vieux, c'est compliqué aussi. Si tu devais en choisir un dernier. Voilà, alors, ce qu'il y a, c'est que moi particulièrement, j'ai des goûts assez épicés. J'aime bien quand ça a du caractère. Et donc, du coup, je vais aller vers des rhums
où je vais retrouver un côté fumé ou justement ces épices douces, quelque chose de bien marqué. Il y en aura d'autres qui préféreront des rhums plus fins, qui ont ces arômes légers. Et ça, toute la gamme damoiseau, on en a. Hein, Ouais. Alors, moi, par exemple, le VSOP, à déguster simplement après mon dîner, ça me va très bien. Après, si je veux un rhum un peu plus de méditation. Un rhum de méditation, c'est un beau Oui, terme. C'est pour la méditation. C'est oui, très joli, c'est oui. bien dit. Je les appelle comme ça. Donc, les rhums qui prennent un peu plus de temps peut-être à la dégustation, qui sont moins directs, qui ont peut-être aussi des degrés différents, donc une approche différente. C'est compliqué. Le 2008, la cuvée 2008 que j'aime beaucoup de chez Damoiseau, qui est réduite à 47,9 degrés. Et ce degré va faire exalter tous ces arômes fruitiers, les arômes fumés. Et puis, il va y avoir il est très… comment dire, une belle structure, une belle persistante. Justement, tu évoques le 2008. On a une question d'un confrère qui demande la différence entre le 2008 et le 2008 Subprime. Parce qu'il y a une différence, non, ce sont les mêmes. Hein. Alors, il y a eu 2 embouteillages différents. On a des vieillissements différents. Alors, je ne voudrais pas me tromper parce que le Subprime, pour moi, ça a été la première. Moi, en Italie, j'ai eu que le Subprime. Donc, c'est un rhum, mais c'est à peu près, c'est la même cuvée qui a été vieillie plus ou moins longtemps, à 1 année de différence. Donc, il y en a un qui est vieilli 7 ans et un autre 8 ans et demi. Mais toujours dans le même type de fût et toujours réduit à 47,9 degrés. Donc, la différence, elle est peut-être là, parce que je sais qu'il y a une différence dans le 2008. Alors, on sait que Damoiseau a récemment décidé de sortir une gamme de rhum arrangé qui marche même plutôt bien, j'ai l'impression, qui ont été plutôt bien accueillis auprès du public. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y aurait d'autres parfums qui seraient également en vue pour la suite ou pas? On nous parle notamment d'un goyave rose. Oui, exactement. Alors, pour le moment, notre gamme se composait du rhum ananas Victoria et du rhum arrangé Passion. Et là, on a le goyave qui sort. Mangue Passion, pardon. Mangue Passion. Et là, nous avons le goyave qui va être une nouveauté. Alors, cette année, ou dès qu'on pourra, hein, toujours le même concept. Il est très bien accueilli. Je dois dire, j'ai un bon retour des Italiens qui ne connaissaient pas ce type de rhum. Bon, cette catégorie, hein, c'est… Pourquoi avoir choisi justement de créer cette catégorie en fait, qui n'existait pas chez Damoiseau auparavant? Pourquoi avoir créé cette catégorie? Alors, pour mettre en avant tout le temps un terroir. Alors là, je réponds à chaud parce que moi, c'est une tradition dans les Antilles françaises. Et pourquoi pas pouvoir proposer du coup cette boisson traditionnelle avec notre rhum et des fruits frais de la Guadeloupe. Donc c'est une provenance, c'est un tout. D'accord, d'accord. On nous demande notamment où sont distribuées les cuvées Stratera et Concordia en métropole et si elles sont toujours disponibles. Tiens. Je ne sais pas, est-ce que Jerry, toi, tu peux peut-être répondre à cette question Non, je n'ai pas la réponse. Si Concordia et Stratera sont encore distribués en métropole, c'est ça? Si elles le font, et si oui, où? Il y a des gens qui apparemment voient des difficultés pour les trouver. Dani, tu es connecté parce que… Alors,
C'est l'appel à l'ami, c'est comme dans Qui veut C'est gagner des l'appel à un ami, ouais. parce que alors ça c'est le marché français. C'est une bonne question. Alors les questions pour lesquelles je n'arrive pas, chez Nicolas, on me dit. Chez Nicolas, vous pouvez les trouver. Mhm. Ok. Ouais. David, t'es encore avec nous? Oui, oui. Oui, oui, Comment ok. Oui, Oui. oui. C'est bon. Alors, concernant les cadeaux, bon, on nous demande si c'est quelque chose de prévu, mais on en a parlé un peu tout à l'heure. Par rapport aux cannes, enfin par rapport à tout l'environnement bio que vous seriez éventuellement intéressé de mettre en place. Donc, c'est également une question qui revient pas mal, mais donc c'est une question qui a été abordée en début de conversation pour ceux qui viennent juste d'arriver. Donc, à la limite, vous le reverrez dans le replay. Donc voilà, sinon, une petite question comme ça, à quand une édition similaire au Brut de Fût 95, 91, 89 ou des rhums de plus de 15 ans? Bah, à quand à moyen long terme, encore une fois, c'est prévu, mais comme il a été dit, pour le moment, notre attention, c'est celle de nos rhums classiques. Donc, ce sera plus. Il faut attendre, il faut patienter. Voilà. Je ne sais pas vous dire une date. Un 15 ans, on peut l'imaginer peut-être. Il faut laisser le temps au temps. Ok. Alors, une dernière chose. Attends, parce que alors, j'ai entendu avant le bio, c'est ça, hein? On nous demandait s'il y avait du bio de prévu, ouais, de la canne bio ou du bio de prévu. Alors, c'est assez. Alors, c'est un sujet sur lequel on a une attention parce que oui, pour l'environnement, pour la santé, c'est pour notre consommation. Mais à mettre en place, c'est pas facile. Alors, peut-être que ça va se mettre en place grâce à la filière sucre, rhum et canne. Ouais. Parce que lorsque les sucriers, en fait, au lieu de faire les choses dans notre coin, on voudrait profiter que le sucre se convertisse au bio pour ensuite avoir des cultivateurs, parce qu'on fait appel à des cultivateurs indépendants, hein, Ouais. et se mettre au bio et par conséquent pouvoir en profiter. C'est ça. Donc, c'est moins évident à mettre en place parce que justement, on travaille avec beaucoup d'interlocuteurs différents et qu'on ne gère pas tout à 100% au niveau des cannes. Il y a Guillaume de Rohani qui te pose la question suivante. Est-ce que les Italiens boivent le blanc en tiponche ou plutôt en… Les convertis sont obligés de le boire. Non, ils sont mignons. Je fais l'atelier comme il faut avec le sucre ou les éléments sucrés. J'en ai plusieurs, le lime, et puis ils apprennent à faire ça. Et c'est convivial, hein. C'est ce qu'on… C'est quelque chose qui vient tout doucement, qui prend. Je pense que voilà, d'autres marques et distributeurs en Italie commencent également à pousser le tiponche. Oui, il y a certaines marques qui en ont vraiment fait un cocktail à part entière. Ouais, à part entière. Donc, il y a des concours sur ce cocktail. Mais bon, ça va jamais devenir, je pense, le spritz de la situation. Ouais. Alors justement, peut-être pour clôturer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite éventuellement devenir ambassadeur de marque? Si tu avais un conseil à donner à cette personne-là ou un avertissement peut-être. Alors, mon conseil, c'est pour les personnes qui rêvent, qui souhaitent de faire ce métier, c'est d'oser se manifester aux marques, peu importe, parce que j'en suis l'exemple. Il faut oser. Et puis ensuite, c'est se renseigner continuellement, se former continuellement. C'est ça, parce qu'on n'est pas
enfin, on n'est pas avec les informations. Donc, Mhm. il n'y a pas de complexe à avoir. Peut-être que moi, j'ai pu l'avoir et je peux l'avoir parce que forcément, on est toujours plus jeune par rapport à ceux qui ont de l'expérience en la matière ou qui ont eu, je ne sais pas, une expérience dans le bar. Par exemple, moi, j'en ai pas eu. Bon, maintenant, il y a beaucoup de concours aussi pour ça. Alors, inscrivez-vous au concours aussi, pourquoi pas. Ouais. Ça vous donne une chance d'y accéder. Donc, ça, donc l'étude, la formation, et puis les concours, et puis d'être vous-même, d'oser. Donc, ça, c'est important. Et le point sur lequel faire attention pour ce métier, Ouais. de savoir mettre des limites. C'est important, effectivement. Oui, parce que, bon, après, voilà, c'est à la question de Danilo aussi. Voilà. Il y avait une question en début là, bon, que je te répercute. Mm. On te demande quelle est ta vision pour sortir de la situation de la crise du Covid, notamment par rapport au CHR. Quelle est ta vision pour sortir de cette crise? C'est Lévi Mathieu qui nous pose la question. Alors, c'est une très bonne question que je me pose parce que forcément que ça m'inquiète et que je pense beaucoup à mes collègues du CHR qui mettent en place des idées innovantes déjà, hein, avec le pick and collect, les livraisons, les préparations de cocktails et voilà. Donc ça va dans ce sens. Bon, il y aura, je ne sais pas, c'est dur, c'est une question difficile à répondre. Je pense que ça va dans ce sens et puis ça passera par des outils technologiques, dans un premier temps en tout cas, hein, dans le futur proche. Mm. Ok. Bah, écoute, on te remercie en tout cas d'avoir été parmi nous ce soir. Oui, Et bah, puis, merci. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, déjà de la santé, étant donné le contexte. C'est la priorité pour tout le monde, je pense. Donc voilà. Oui, Et en espérant te revoir bientôt sur un salon. Voilà, c'est ce que je souhaite à tous. Oui, bah oui, parce que ça nous manque, hein, parce que c'est nos réunions, c'est là où on se retrouve. Ça manque à tout le monde, oui. Ça manque à tout le monde. Ouais. Et c'est cool d'organiser ce que vous faites aussi pour pouvoir continuer à se voir, à échanger, à apprendre. Et merci à vous. Merci Clémentine, et puis bon, à très bientôt, j'espère. Oui, des bisous, à bientôt. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.